Et mettez-vous d'accord de ce lundi 14 novembre. Aujourd'hui, vous nous appelez également 0826 300 300. On va revenir dans un instant avec nos coups de cœur et nos coups de gueule des débatteurs du jour. On va revenir sur cette loi sécurité. On vous en parlait dans l'info qui va revenir à l'Assemblée nationale. L'Ocean Viking et la gestion migratoire. Quelle attitude de la droite française face à Emmanuel Macron? Est-ce qu'ils doivent être amis ou ennemis? On évoquera également Adrien Quatennens. Est-ce qu'il doit revenir à l'Assemblée nationale? Sandrine Rousseau pense que oui, mais avec certaines conditions. Et puis d'autres sujets dans l'actualité, notamment la question du retour des mathématiques. Tiens, comme matière obligatoire pour les lycéens. On défait ce qu'on a refait il n'y a pas si longtemps. Nos débatteurs du jour qui vont se mettre d'accord, on l'espère. Baptiste Ménard, bonjour Baptiste. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Adjoint au maire de Mont-Saint-Barreuil, Geneviève Gotzinger, bonjour Geneviève. Bonjour, présidente de l'agence Image, Alex Darmon, bonjour Alex. Bonjour. On range les téléphones s'il vous plaît mesdames, messieurs, journaliste politique, youtubeur également, et puis Samy Sfaxi, bonjour Samy. Bonjour. Journaliste politique. Alors aujourd'hui on va revenir sur ces sujets dans l'actualité, les coups de cœur et les coups de gueule. Samy, on va commencer avec vous sur un coup de gueule. Plutôt un coup de gueule sur la gestion assez calamiteuse, faut dire, de la question de l'Ocean Viking et de ce bateau. Je pense que la France d'abord a sauvé l'honneur en accueillant ce bateau Ocean Viking sur les côtes françaises à Toulon, mais l'errance pendant 3 semaines de ce navire montre toute la difficulté de l'Union européenne à traiter ces sujets. Et je pense qu'on traite mal en fait la question de toutes ces personnes qui tentent de traverser la Méditerranée, mais on le traite mal même dans le débat en fait, parce que quand on entend, c'est vrai, certains responsables politiques qui, à coup de fake news, expliquent que finalement ces personnes vont être accueillies dans un camp de vacances, que finalement on mélange accueil des migrants et juste sauvetage d'un bateau parce qu'il est à la dérive et parce que aussi, ces personnes sont dans une situation très compliquée. Voilà, en fait, on mélange tout dans ce débat. On mélange tout, on traite pas ce débat sérieusement et c'est terrible, c'est assez triste pour le continent européen qui justement a pour aussi vocation, de secourir ces personnes-là et l'Italie aujourd'hui, ne joue pas le jeu et c'est triste. Alors, on traite mal ce sujet, mais c'est l'Europe. Tout le monde, je pense que. Mais même les partis politiques français. Les partis tous. politiques. Je pense qu'aussi nous, journalistes, chroniqueurs, commentateurs, on a aussi un rôle à jouer dans ce débat-là. Et en fait, on ne traite pas ce sujet sérieusement. Là, on parle pas aujourd'hui de personnes forcément que l'on va intégrer sur le sol français, qui vont bénéficier de l'ensemble des aides françaises. On parlait tout simplement d'un bateau qu'il fallait en fait secourir. C'était ça le point de départ. Et ensuite, ce point de départ-là a été quelque part dévoyé par certains partis politiques pour en faire une récupération. Je parle pas forcément de l'extrême droite, mais voilà, un certain nombre de responsables politiques sont entrés dans une forme de débat et dans une forme de mépris de cette question-là, qui est une question importante. On peut avoir un débat, bien sûr, sur faut-il ou pas accueillir sur le territoire français ces personnes-là. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir de débat sur faut-il ou pas sauver ces personnes-là. Voilà, c'est là où je pense qu'on a beaucoup de points de désaccord. Geneviève, c'est un problème de sémantique? Non, mais c'est bien. Mettez-vous bien devant le micro, Geneviève. Oui, pardon. Oui, alors, c'est effectivement des réfugiés. C'est pas, a priori, c'est des réfugiés. Jusqu'à présent, c'est pas des migrants. C'est des êtres humains avant tout. Absolument. Donc, des êtres humains mais qui sont on est comme tous ça. d'accord, hein. Oui, mais Non. en même temps, on n'en tire pas tous les mêmes conséquences. Hein, bon, si c'est des êtres humains, on les accueille et puis après on voit. Voilà, on règle le problème. Il y a un problème immédiat. Effectivement, on va pas les laisser mourir sur un bateau. Certains sont malades, donc on les accueille, on les soigne et puis après on règle le problème. Alors, c'est vrai que l'Europe. Il y a des problèmes en Europe, il y a ces accords de Dublin qui sont compliqués à appliquer. C'est vrai que c'est compliqué pour les premiers pays réceptacles de migrants, de réfugiés que sont l'Italie et la Grèce. On ne peut pas complètement leur jeter la pierre. Mais en même temps, en l'occurrence, sur cette affaire-là, précisément, c'est des réfugiés, on les accueille, on règle le problème et puis après on voit. Donc l'Europe fonctionne pas très bien. En même temps, elle fonctionne bien puisque ces personnes, elles vont être réparties. Il va y avoir un prorata de répartition entre l'Allemagne, la France et d'autres pays d'accueil. Donc ça fonctionne pas si mal non plus. C'est un peu ambivalent ce que je dis, mais voilà. Baptiste. Mais c'est surtout que ce débat révèle la montée en puissance des thèses xénophobes de l'extrême droite. Et moi, je considère que face à cette situation, ça appelle à une riposte humaniste forte.
et que effectivement la gauche n'est pas exempte non plus de tout reproche parce qu'elle n'a pas su être une digue, elle n'a pas su opposer un discours qui soit à la fois crédible mais aussi humaniste. Moi je trouve surréaliste que on se pose la question de venir en aide à des gens qui sont susceptibles en fait de mourir. Surtout que c'est déjà arrivé. Si on prend l'exemple de l'Aquarius, mais voilà, c'est pour ça que j'ai essayé de dézoomer. Et l'attitude de la France était tout autre. Ah, absolument, mais c'est pour ça que j'ai essayé de dézoomer en disant là on est vraiment sur une pente européenne, une lame de fond de montée en puissance de l'extrême droite, de ces thèses xénophobes, de ce discours de haine et une incapacité de la gauche à porter une riposte humaniste forte et avec encore une fois une solution crédible, parce qu'il faut de la coopération européenne. C'est là où on voit bien aussi que l'Europe est l'échelle pertinente pour apporter un certain nombre de solutions sur ces problématiques. Ça vous aura pas échappé quand même que la gauche n'est pas au pouvoir depuis longtemps, donc je veux bien qu'on dise qu'il y a une incohérence de la gauche. Non, alors au niveau européen, peut-être qu'au niveau européen, effectivement, il pourrait plus agir. Ce qui est intéressant, dans ce qui est dit depuis tout à l'heure et tout a été dit, je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait un débat. Il faut qu'il y ait un débat, mais tant qu'il soit politique, mais qu'il soit aussi national. On nous parlait de grands débats dans la société française. Pourquoi l'Italie ne joue jamais le jeu, hein. Depuis des années, l'Italie ne joue plus le jeu. L'Italie se radicalise, on le voit encore avec les dernières élections. Et pourquoi l'Italie et pourquoi la France sont les premières touchées par ces bateaux, et vous avez raison, il faut les accueillir quoi qu'il arrive. Simplement, déjà, il y a un problème géographique. Hein. C'est tout à fait ça. C'est difficile d'aller jusqu'en Allemagne. Hein, voilà, on peut dire ce qu'on veut, on peut dire les Allemands ils jouent pas le jeu, on peut dire les Portugais. Non, ils le jouent au contraire. Voilà. Les Allemands jouent très bien le jeu. Il faut que les Italiens et les Français prennent concrètement le problème à bras le corps et qu'ils disent que c'est à eux de jouer et qu'ils soient leaders dans cette négociation. Moi, j'ai une question subsidiaire. Est-ce que vous pensez sérieusement que, vu l'état politique, on va dire l'échiquier politique aujourd'hui, les enjeux qu'il y a, on peut poser ce sujet des migrants, enfin en tous les cas, la politique migratoire, il y a un projet de loi qui va se profiler, de manière sereine, mais non. apaisée. C'est un sujet qu'on ne peut jamais poser de manière apaisée et sereine. Peu importe l'époque, vous êtes en 2022, vous l'auriez posé en 1997, je pense que c'était exactement le même problème. Faut être honnête, c'est un problème qui crispe les gens, alors qu'on n'y comprend rien, personne n'y comprend rien parce que on n'explique à personne. Donc aujourd'hui, il y a le mérite d'avoir ce projet de loi sur la crise migratoire, autant aller au bout et autant vraiment l'avoir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que il y a quelques semaines, on parlait des OQTF avec cette dramatique histoire de Lola. Les OQTF, ça a été quelque chose qui a été agité par la droite et l'extrême droite sans que personne n'y comprenne absolument rien. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est pour ça que je disais, la gauche, certes, n'est pas aux responsabilités. Moi, je souhaite quand même son retour. Mais c'est parce que, justement, on a laissé se déverser un certain nombre de contre-vérités que dès lors qu'on aborde ces débats-là, effectivement, tout de suite, l'extrême droite monte sur ses grands chevaux et la droite, malheureusement, quitte les rives républicaines pour être dans une espèce de surenchère où elle espère qu'elle pourra s'en sortir. Bon, on pourra revenir sur le tweet de Bruno Retailleau ce week-end qui appelle à l'union des droites par le peuple. Enfin, tout ça est surréaliste. Donc après, il ne faudra pas s'étonner, effectivement, qu'on ne puisse pas débattre sereinement et qu'effectivement, on ne puisse pas non plus simplement dire, bah oui, il faut être humaniste, etc. Mais il faut que ça se traduise par des politiques concrètes. C'est là-dessus où je parlais aussi de la responsabilité de la gauche, parce qu'on ne peut pas venir simplement avec des bons sentiments, même s'ils sont nécessaires, utiles et partagés. Il faut aussi développer une politique parce que concrète. Vous êtes quand même obligé de tenir compte de l'état de l'opinion publique. Voilà, c'est quand même un élément majeur. Aujourd'hui, il y a une crispation dans l'opinion publique qui est certes agitée par l'extrême droite, on est complètement d'accord, mais qui existe aussi. Un sentiment, peut-être un vrai sentiment de dépossession dans certains quartiers. Et ça, vous êtes obligé d'en tenir compte. Je crois pas, je pense qu'il faut parler à la raison. Non mais je suis d'accord, mais vous êtes obligé d'en tenir compte. Sans ça, ça va très mal se terminer. Ça va se terminer par l'extrême droite au pouvoir. Ça va se terminer par l'extrême droite au pouvoir. Attendez, on va essayer de vous mettre d'accord. Non, mais je pense qu'on n'aura pas de débat serein autour de cette question, tant en fait la vision aujourd'hui politique est clivée sur cette question-là. C'est-à-dire qu'il y a deux mondes qui s'opposent. Est-ce qu'il n'y a pas de formes de migration aussi qui sont acceptées ou acceptables? Parce qu'on va parler de Kherson dans un instant et de l'Ukraine. L'accueil des réfugiés ukrainiens n'a posé aucun des centaines de milliers d'Ukrainiens et on se pose la question sur quelques dizaines de personnes qui sont sur un bateau. Donc il faut bien sûr se poser la question, mais on n'aura pas de débat serein sur cette question-là à l'Assemblée. Je vous rappelle qu'il y a un député qui a été exclu temporairement à l'Assemblée nationale il y a quelques jours sur cette question-là. C'est quelque chose qui est arrivé 2 fois seulement sous notre 5e République. Donc, si vous voulez, on n'aura pas de débat serein là-dessus. En revanche, il faut que les personnes qui sont aujourd'hui aux responsabilités
apaise le débat, apporte des réponses, bien sûr, et il ne faut pas que ces personnes-là jettent de l'huile sur le feu. Donc il faut vraiment se poser des questions. Il faut vraiment que l'Union européenne se dote d'outils, alors que ce soit de moyens. Je veux dire, l'Union européenne le fait depuis des années, Frontex se renforce, il y a de plus en plus de choses qui sont mises en place, mais on ne peut pas aujourd'hui, en tant que Français, considérer que l'errance d'un navire pendant 3 semaines au large de nos côtes est acceptable. Et on ne peut pas considérer non plus comme Français qu'il y a de bons réfugiés et de mauvais réfugiés. Et les bons réfugiés, c'est ceux qui viennent d'Ukraine, les mauvais réfugiés, c'est ceux qui viennent du Sud. Ça, ce n'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Et le sujet est en train de se décaler ces dernières heures sur Calais. Sur la traversée de la Grande-Bretagne, avec ce qu'on a appris comme chiffre aujourd'hui de tentatives de passage de la Manche. Donc revient cette question toujours de l'acceptation du passage. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est un sujet qui dure depuis 15-20 ans maintenant et qui n'a pas été réglé. Allez, on s'arrête un court instant dans cette émission. Parlons vrai, mettez-vous d'accord aujourd'hui avec Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon et Sami Sfaxi. On va revenir dans un instant sur leur coup de cœur et leur coup de gueule dans un instant. Et on va parler aussi de la loi sécurité et du retour possible d'Adrien Quatennens à l'Assemblée nationale. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et vous nous appelez au 0826 300 300 avec nos débatteurs du jour, Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Sami Sfaxi. Alors on en était au coup de gueule de Sami sur la gestion de l'Ocean Viking. On va revenir sur la question, on va dire, sécuritaire avec le projet de loi dans un instant. Mais Geneviève, faisons-nous plaisir, un petit coup de cœur ce matin. Eh ben oui, pour les Ukrainiens, parce que franchement, ouais, les images sont incroyables. Les images sont belles, elles sont mais d'une émotion absolue. C'est un pays qui incarne aujourd'hui la résistance. C'est un pays qui incarne l'héroïsme. Mais enfin, vraiment, ce petit pays qui se bat. Alors certes, avec les armes des pays de l'OTAN, avec tout ce qu'on veut, mais c'est quand même eux qui délivrent leur pays. C'est l'armée ukrainienne qui délivre son pays. Et ces images, avant-hier, hier à Kherson, de cette mamie qui retrouve son petit-fils soldat, qu'elle revoit vivant, qu'elle serre dans ses bras, c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est aussi une leçon à tous ces pseudo-souverainistes d'extrême droite chez nous, mais il y en a ailleurs, il y en a aussi en Afrique, qui défendent Poutine, qui font de Poutine leur nouveau héros, et qui refusent la souveraineté à l'Ukraine, en revanche. C'est quand même incroyable. Alors, on est souverainiste chez soi, mais en revanche, les Ukrainiens, eux, n'ont pas le droit à la liberté. Ils donnent une leçon phénoménale au monde entier en ce moment. Qui veut rajouter quelque chose? Non, c'est vrai que ces pseudo-souverainistes, en fait, qui finalement affrontent l'Occident, quelque part, en fait. Et c'est là toute l'incohérence de leur discours, c'est-à-dire se range du côté parfois de certains dictateurs africains et puis de certains dictateurs d'Europe de l'Est, en tout cas en considérant qu'il y a une forme d'alliance de circonstances avec tous ceux qui seraient contre la politique française, la politique américaine. Et en fait, tout ça, quand vous grattez un peu, il n'y a plus grand-chose. Qui soutiennent la junte malienne, par exemple. C'est Baptiste. Un beau coup de cœur que je partage entièrement. Je trouve. Alors avec un grand absent, c'est Poutine. On n'entend ni son ni d'image ces derniers temps. Oui, parce que la guerre n'est pas finie. Bah non. Objectivement, les images sont très belles, mais quand vous voyez les autres dirigeants, même normalement les alliés ukrainiens qui appellent l'Ukraine à négocier, et maintenant à rentrer dans une phase concrète de négociation, ça veut juste dire que la guerre n'est pas finie et que si vous dites Poutine n'est pas là, c'est parce que Poutine peut vite réapparaître. Donc je pense que oui, les images sont très bien et c'est important et ça fait du bien, je suis d'accord dans l'opinion, et ça envoie un beau message. Mais demain ça peut reprendre de plus belle. Et malheureusement, il faudra passer par pas fini, Non, et puis il faudra passer à un moment donné par une table de négociation, quoi qu'il arrive. Et je pense que l'Ukraine a quand même malheureusement beaucoup perdu dans cette guerre. Il faut quand même le répéter, il faut quand même le dire. Il y a eu beaucoup de morts, on sait pas encore. Kiev a été... aujourd'hui, on parle de sobriété énergétique dans notre pays, mais là-bas, je peux vous dire que c'est la totale sobriété énergétique. On appelle les gens peut-être à quitter leur habitation. Donc... Et ça va être encore long, à mon avis, et on parlait il y a presque un an, d'une possible guerre entre l'Europe et la Russie. On n'est pas encore à l'abri de ça non plus, donc toute proportion la gardée. Russie n'a déjà pas les moyens, pardon, la Russie n'a pas les moyens de vaincre l'Ukraine, elle n'a pas les moyens militaires. Mais quand vous avez affaire face à un fou, Poutine, il n'a plus rien à perdre aujourd'hui, et surtout pas son image, et l'image de son pays. Donc je pense que s'il veut attaquer, demain il attaquera. Alors Alex, vous avez la parole.
Super. Bah oui. Alors, les excuses d'Hanouna, le feuilleton télé, médiatique. Ah, mais Non. qui en dit long quand même. Ah, ce qui en dit long sur la société, hein, et sur notre pays, sur notre jeunesse. Est-ce qu'on peut résumer pour les gens qui vivraient Non, mais ailleurs alors, est-ce qu'on résume que le dernier épisode ou on résume 10 ans d'Hanouna? Parce Non, que, le dernier épisode. Non, mais parce pour que moi, tout ça- est lié, en fait. Le dernier épisode, c'est donc Louis Boyard, le député du Val-de-Marne, de la France Insoumise, qui est sur le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna jeudi soir, et qui vient parler justement du navire à Toulon, et qui dévie de sujets, enfin dévie non, indirectement, parle de l'Afrique, parle de la position de Bolloré, et Bolloré qui est propriétaire du groupe Canal+, en disant que Bolloré participe quand même à la situation qui se dégrade en Afrique. Et là, Cyril Hanouna voit rouge et commence à demander des excuses à Louis Boyard, va jusqu'à l'insulter en lui disant des insultes qu'on va pas répéter des vraies ici. insultes. Voilà, mais, De vrai. ouais, des vrais gros mots. Et donc Cyril Hanouna dérape. Son plateau, ses chroniqueurs, je suis désolé, ils dérapent tous puisque personne ne prend la parole et limite s'acharne contre Louis Boyard. On peut ne pas aimer la France Insoumise, on peut ne pas aimer leurs idées, on peut ne pas aimer les députés, les idées qui le représentent, mais on n'a pas à insulter déjà une personne telle qu'elle soit sur un plateau, et un député encore plus peut-être sur un plateau de télévision quand il vient défendre ses idées. Et là, hier, Cyril Hanouna fait des excuses sur Twitter en disant que tout ce qu'il regrette, c'est de l'avoir insulté. Mais quand vous voyez la violence du reste de la séquence, vous vous demandez pourquoi il regrette juste de l'avoir insulté, en vérité. Hanouna, c'est pour moi Parce que aujourd'hui... c'est peut-être ce qui est susceptible de sanction par l'ARCOM. Oui, mais vous avez raison. C'est peut-être pour ça qu'il regrette ça. Mais ça veut donc juste dire qu'on est dans un non-retour incroyable. S'il regrette juste ça parce qu'il a peur d'être sanctionné. Moi, aujourd'hui, je pense que Cyril Hanouna, il touche pas à mon poste, c'est ce qu'on parle de dictature souvent. Aujourd'hui, c'est de la dictature audiovisuelle, c'est de la dictature médiatique. Quand vous venez sur un plateau et que vous dites quelque chose qui ne lui plaît pas par rapport à son actionnaire, ce qu'on peut comprendre, mais il aurait dû dans ces cas l'aborder. Pardonnez-moi, est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est les 2 millions de personnes qui se reconnaissent en lui en le regardant tous les soirs? Mais de quoi que 2 millions. Oui, il y a 2 millions. Ils font 2 millions de téléspectateurs. Non, mais attendez, vous pouvez pas dire à une personne qui regarde Cyril Hanouna qu'elle a tort. Elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pas là pour juger. Non, mais je lui, il pas a une dit qu'elle avait tort, responsabilité. mais c'est ça qui donne du poids. Oui, mais non, mais et lui, de il a la une responsabilité. à Vous savez, l'action. quand vous êtes tous les soirs à la télévision, que moi, je l'ai dit déjà sur ce plateau. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a 2012, on avait Nicolas Sarkozy face à François Hollande qui s'affrontait et qui était en débat du second tour de l'élection présidentielle sur des chaînes hertziennes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. 15 ans plus tard, vous avez face à Baba, avec les candidats à l'élection présidentielle, Marine Le Pen. Mais tous les candidats l'ont fait. Valérie Pécresse. Oui, bon, sauf Anne Hidalgo, si vous voulez, mais elle fait 1%, donc ça veut dire quelque chose. Oui, mais ça veut dire quelque chose de l'opinion. Et sauf Emmanuel Macron, dans ces cas-là. Si on va aller au bout de... Non, il l'a pas fait. Face à Baba, il l'a pas fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez quand même une dégradation de l'intellectuel français et du débat politique. Oui. Pourquoi il y a une émission qui s'appelle Face à Baba et que vous ayez des candidats qui arrivent face à Baba et qu'on en On rigole. la partie média tout à l'heure à 10h avec Gilles Gansman, mais c'est vrai que ce sujet-là, aujourd'hui, les sanctions, doit-il y avoir sanctions? Parce que Louis Boyard va donner une conférence de presse aujourd'hui pour dire si oui ou non il porte plainte. Cyril Hanouna risque gros quand même sur ce coup-là. Oui, mais de toute façon, pas une semaine ne passe sans qu'en fait on revienne sur un espèce de clash comme ça qui a lieu dans les médias. Et finalement, aujourd'hui, et on l'a dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, il y a une prime à l'outrance, il y a une prime à l'outrage. est-ce que, par il y a exemple, une prime. Mais ce que je veux dire, c'est que Macron qui nous interpelle sur Twitter pour lui poser des questions directement, est-ce que ça aussi sans doute que ça participe. Non, mais aussi. vous pouvez pas Peut-être. comparer. Vous pouvez Non, pas mais comparer sur ça la- avec Cyril Hanouna. Bien sûr. Non, Il je attaque un compare ministre de pas. la Justice sur son Mais- plateau. C'est de la diffamation qui fait Cyril Hanouna. Il a une responsabilité. Absolument. Non, mais là-dessus, on est d'accord, mais les politiques ont aussi une responsabilité. le canal, choix de le se canal. rendre ou non. Non, mais ce que je veux dire, c'est Et de que participer pour ou non à finir, cela. il y a un nivellement vraiment par le bas du débat public aujourd'hui en France, et certains politiques y participent et jouent avec ça, et jouent sur le bas instinct finalement dans le débat politique et dans le débat public. On en pâtit tous. Comment est-ce que vous voulez penser et expliquer un raisonnement politique qui se tiendrait en 160 caractères? C'est impossible. 280. 280. Voilà. Bon bah voilà. Même en 280, je pense que c'est compliqué. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette forme d'instantanéité auquel c'est vrai, on participe tous. J'y participe, tout le monde est dans cette espèce d'univers-là et dans cette espèce d'écosystème-là. Et finalement, on y perd tous. La démocratie y perd, le raisonnement, le raisonnement des citoyens y perd. La complexité n'existe plus, la nuance est en train de disparaître. C'est je like ou je like pas, c'est tout. Mais l'entre-deux n'existe plus. Et en fait, là, aujourd'hui, il y a
l'extrême droite, l'extrême gauche qui montent, et finalement, eh bien, ce côté, si vous voulez, ce qui fait notre République, notre force, cette espèce d'équilibre, est en train de sombrer peu à peu avec justement ces séquences-là. Et Twitter ne devrait pas s'améliorer avec Monsieur Elon Musk, qui veut ce qu'il appelle une liberté totale. Sa liberté totale, c'est la liberté de clash permanent, c'est la liberté de buzz permanent, c'est la liberté d'insulte permanente. Sauf le concernant. Parce que c'est quand même, sauf le concernant. Parce que c'est quand même devenu ça, Twitter, malheureusement. C'était un outil vraiment intéressant de communication, d'information, source d'information aussi. Et maintenant, c'est devenu un outil d'insulte, en fait. Moi, je rejoins totalement ce que vous avez dit. Il y a un appauvrissement total du débat public. Mais encore une fois, donc Cyril Hanouna doit être condamné, etc. Mais il y a aussi une responsabilité des politiques qui y vont. Et les Insoumis ont beaucoup joué avec Cyril Hanouna, Raquel Garrido, ils y sont tous allés. Hein, ils avaient mais Louis Boyard, certains d'entre eux avaient leur ronde serviette. Louis Boyard. C'est difficile ensuite. Et effectivement, moi je souhaite qu'il y ait le retour de la nuance, de l'équilibre dans le discours politique. Mais j'appelle aussi les Insoumis parfois à faire attention à ne pas céder à l'outrance du verbe, à ne pas céder à la facilité, et donc quelque part de contribuer à nourrir le monstre qu'aujourd'hui ils condamnent. Et donc à un moment donné, là aussi, il faut de la cohérence. Et puis enfin, sur cette question des médias, je voudrais quand même rappeler, parce que je ne sais pas ce qu'annoncera Louis Boyard tout à l'heure, mais les sénateurs socialistes ont fait un travail là-dessus, avec une commission, avec un rapport, et donc ça peut nourrir effectivement un certain nombre de débats. Oui, la question autour donc la suite du feuilleton de cette émission, ce sera très certainement demain. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors on va s'arrêter un court instant dans cette émission. Mettez-vous d'accord avec Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Sami Sfaxi. Alors on était à peu près d'accord sur le cas Hanouna. On va revenir dans un instant, on va continuer les coups de cœur et les coups de gueule. On va évoquer le retour des mathématiques. Ils avaient disparu, donc on défait, maintenant on refait. Ça s'appelle de la politique aussi. Allez, on y revient dans un instant, à tout de suite. Et une demi-heure encore pour se mettre d'accord aujourd'hui avec Baptiste Ménard, maire adjoint de Mons-en-Barré. Ça va bien la mairie ? Très bien. Le bonheur est à Mons, je le dis toujours. Ah ouais ? D'accord. Tout ça Tous à Mons. Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image, Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur également. Là aussi, il y a beaucoup d'actu encore. Ouais, beaucoup trop quelquefois. Mais... Et Sami Sfaxi, journaliste politique également. On était avec vous tous les quatre. On parlait du cas Hanouna. On va revenir aussi sur un autre sujet concernant vos coups de cœur et vos coups de gueule. Baptiste, c'est le retour. Alors c'est un peu mon dada aussi, le retour des maths. Voilà, hier soir, petite dépêche AFP, on apprend, bing, que les maths redeviennent obligatoires en première. Alors je le dis en conscience parce que moi, quand j'étais étudiant, non seulement j'étais très mauvais en maths, mais je détestais ça. Qui était bon en maths ? Mais moi j'ai fait SP maths. Hein. Mais cela dit, effectivement, mon coup de cœur, c'est le retour de l'enseignement obligatoire des mathématiques au lycée. Pape Ndiaye répare l'absurdité de cette mesure de Jean-Michel Blanquer lors du précédent quinquennat. C'était une demande forte qui était exprimée par la communauté éducative, par les politiques, par les chercheurs, que ce retour de cet enseignement. On a constaté une baisse du vivier scientifique, on a constaté le renforcement des inégalités sociales et de genre. Ah, les filles se sont effondrées dans les matières scientifiques, elles ont disparu. En fait. Et donc, voilà, il y a une existence de difficultés croissantes concernant cette discipline. Alors, c'est un coup de cœur où je mets quand même un peu de nuance, puisqu'on appelle, nous, sur ce plateau, au retour de la nuance, en disant... Quid quand même de la question des ressources humaines ? Parce que moi je m'inquiète du nombre de professeurs, 450 qualifiés qu'il faut pour mettre en application. Il en faut 450 minimum. Voilà, minimum. Alors qu'on sait que c'est quand même l'une des disciplines où on manque cruellement de candidats et qu'on procède à des recrutements de candidatures spontanées. Donc voilà. Donc là c'est quand même une petite nuance. Sur le fond, moi je rejoins totalement et je donne un bon point au gouvernement. Mais maintenant, dans l'application, il faut voir ce que ça donne. Alors pourquoi avoir fait cette énorme bourde ? Pourquoi on a laissé Blanquer ? Tout le monde le disait, tous les profs de maths à l'époque, c'était tous les scientifiques, tout le monde était monté au créneau en disant ça va être, c'est une mauvaise idée. Et encore une fois, on s'aperçoit que c'était effectivement une mauvaise idée. Qui veut répondre là-dessus ?
là-dessus, Alex? Non mais oui, c'était une mauvaise idée. D'ailleurs, je pense que c'est. Alors c'est que 1h30, hein. On rajoute 1h30 obligatoire elle fait du bien. dans les filières générales. Hein. Elle fait du bien. On a beaucoup tapé sur Jean-Michel Blanquer et on se rend compte que finalement c'était pas un si mauvais ministre de l'Éducation nationale que ça. Oui. Mais objectivement oui. Objectivement non. Non, bah si, c'est que cette réforme. C'était une énorme bêtise. Non, mais justement, je vais juste dire un truc. Je suis d'accord que c'est un gros point noir sur son passage. Il est resté 5 ans. C'est le ministre qui est resté le plus longtemps. Il a fait le dédoublement des classes. Allez parler du dédoublement des classes dans les zones prioritaires. Écoutez, ça marche. Vous pouvez pas dire que ça marche pas. Après, on verra dans les classements. C'était plus pertinent. On verra si ça marche dans les classements. Vous avez déjà eu des retours des parents qui vous disent que c'est quelque chose sur lequel il faut pas revenir. Oui, mais ça a été au détriment d'autres choses. Il y a eu quand même une crise Covid qui a été plutôt bien gérée en France je sais qu'on me dira non sur ce plateau, mais j'ai fait des documentaires dans les écoles, c'est mon métier. J'ai suivi des classes pendant 2-3 ans et je peux vous dire qu'il y a eu une gestion Covid qui a été vraiment remarquable par rapport à. Mais ce n'est pas vrai. Vous étiez à l'école? Non, bah oui, mais par contre, ok, moi j'étais avec et la communauté éducative, très bien. Il faut l'écouter sur le sujet. On écoute la communauté éducative. Alors, laissez Alex terminer. Mais on peut aussi écouter les parents. Je peux vous dire que vis-à-vis des parents, la France a géré en tout cas le Covid différemment des autres pays européens, avec des retours d'enfants dans les salles de classe plutôt que les autres pays européens. Et oui, mais heureusement. Bon, ça après, on ne sera pas d'accord là-dessus, et c'est pas grave, on peut pas être d'accord. À 2 et 2. Sur les mathématiques. Sur les mathématiques, bien entendu que c'est une bonne nouvelle, mais pour moi c'est un effet d'annonce. On l'a dit, il faut avoir quand on. 450, je pense que ça même. C'est énorme parce qu'on dit qu'il faut des groupes réduits. On nous parle de créer des groupes de mathématiques, les groupes de clubs de maths comme aux États-Unis, de créer des clubs de maths dès la 6e, je crois, dans les salles de classe. Tout ça, il faut du personnel. Et aujourd'hui, on a une dépêche AFP qui tombe hier soir d'un ministre qu'on ne voit nulle part. Au passage, Pape Ndiaye, on le voit vous nulle trouvez part. Non. Moi, vous le voyez dans les matinales. On a un nostalgique de Jean-Michel Blanquer. Mais non, pas du tout. Mais on pourrait parler de Nadja Belkacem, qui est une très bonne ministre de l'Éducation nationale aussi. Elle, on la voyait. Elle venait défendre ses réformes. Elle venait parler sur les plateaux. Pape Ndiaye. Au moment de la rentrée scolaire, il était très présent. Je suis assez d'accord avec Alex là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a faire et il y a faire savoir. Et sur le faire savoir, c'est vrai que Pape Ndiaye, même si sans doute il fait beaucoup de choses, il fait pas encore non plus. Il n'a pas une présence en tout cas médiatique. Il explique pas en tout cas sa politique c'est pas un Gérald Darmanin, on est d'accord. Ça c'est sûr. Mais il vient pas non plus forcément du monde politique. Pour en revenir sur le cas des mathématiques, je suis assez d'accord avec Alex sur la question Blanquer. Je pense que ça n'a pas été un mauvais ministre. Sur la question des mathématiques, moi j'avais été particulièrement choqué quand j'avais appris justement que les mathématiques sortaient comme ça du tronc commun. Il faut rappeler ce que c'est quand même que les mathématiques. Au-delà évidemment, dans la vie de tous les jours, vous n'allez pas apprendre ce que c'est qu'un logarithme, vous n'allez pas utiliser ce que c'est qu'une fonction exponentielle. Mais les mathématiques, c'est l'apprentissage du raisonnement déductif. Absolument. Et ça, dans votre vie de tous les jours. C'est un matheux qui nous parle là. Et ça, oui. mais c'est complètement ça. C'est journaliste politique, donc. Oui, mais moi j'ai fait des études de mathématiques et de sciences avant d'être journaliste. Mais ce que je veux dire, c'est que la puissance publique, l'État à l'époque avait cédé à une forme de finalement de laisser aller et de fatalisme de certains élèves. J'aime pas les mathématiques, je suis pas bon là-dedans. Ok, très bien. Il y a beaucoup d'élèves qui sont dans cette situation-là, donc du coup on enlève les mathématiques du tronc commun. Mais en fait, finalement, c'était quelque chose d'extrêmement préjudiciable pour les élèves, parce qu'encore une fois, les mathématiques, c'est la fabrication de l'esprit. C'est pas le fond, mais c'est en tout cas la forme. C'est la façon dont vous allez. C'est pas parce qu'on est littéraire qu'on peut pas prendre quelques notions de mathématiques, notamment pour les études supérieures. Absolument. Et pour aller juste au bout de mon raisonnement, quand je faisais mes études scientifiques, eh bien, je trouve qu'on manquait aussi de littérature, on manquait aussi de raisonnement, de commentaires de texte. Et donc, c'était soit l'un, soit l'autre. Il n'y avait pas cet équilibre. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que l'éducation nationale remette absolument l'équilibre entre les sciences et les lettres, parce que finalement, c'est ça, les sciences politiques, les sciences humaines, finalement. Oui, ça avait été très mal compris, parce qu'on parlait des savoirs fondamentaux, savoir lire, écrire, compter. On enlevait le compter, en fait, finalement. On enlevait le compter, alors qu'effectivement, c'est la capacité de raisonner. Vous avez complètement raison, c'est vraiment ça. Bon. Ce qui est terrible, c'est de voir comment une lubie, finalement, la lubie d'un homme. Parce que il était un peu seul contre tous, Jean-Michel Blanquer. Pardonnez-nous à ce moment-là. La lubie d'un homme peut faire tant de mal, en fait. Parce que c'est 3 années de perdu.
Plus que ça, parce qu'il faut Mais relancer c'est la énorme, hein. machine. Oui, il faut relancer la machine 2023. après. Bon, mais Je parle notamment des filles dans les matières C'est très scientifiques qui s'est Complètement. écroulée. Hein. Mais complètement. Donc effectivement, vous aviez raison de le noter. C'est les inégalités de genre, c'est les inégalités sociales, c'est voilà, tout ça. c'est tout ce qu'il y a derrière. Moi, je préfère Papendiaï, hein, très franchement. Non, mais Bon, voilà, sur le style Ndiaye, pour moi, il y a Jean-Michel Blanquer. quand Le même. style Ndiaye. oui, moi j'aime bien le style. Non, mais, Ndiaye. Il ne s'agit pas de préférer. Non, si, parce que Mais c'est pas ce que je dis, moi. Je dis pas qu'il faut préférer l'un ou l'autre. Je dis simplement, vous pouvez pas décemment dire que vous voyez beaucoup Papendiaï dans les médias. Non, mais- que c'est quand même, il a pas fait une interview de rentrée en septembre dans les grands Mais médias pour attention annoncer aussi, la parce rentrée que scolaire. L'efficacité du politique, ça n'est pas forcément non plus Bon. de Est-ce se que c'est pas répandre ce dans qu'on les disait médias. tout à l'heure par rapport à C'est aussi l'émission ce qu'on- bah oui, justement. c'est aussi ce mais qu'on attendez, disait tout à l'heure. Alors il y a peut-être un juste milieu à trouver. Moi je suis d'accord avec vous. Moi je trouve que, alors je suis pas d'accord avec tout ce que fait Papendiaï, mais je sais qu'il y a quand même du travail qui est fait. Effectivement, je pense que il faut faire savoir, parce qu'en politique quand même à un moment donné, il faut que les gens sachent, qu'on puisse avoir des débats, etc. Mais bon, c'est quelqu'un qui n'était pas issu du sérail, comme on dit. Donc faut aussi peut-être lui laisser un peu de temps. Encore une fois, avant de parler. Mais sur Jean-Michel Blanquer, quand même, moi je ne laisserai pas dire ce que vous avez dit, parce que il avait porté une loi qui s'appelait une école de la confiance, et à la fin du quinquennat, on était dans une école de la défiance. Pourquoi il y a autant de candidats qui renoncent à la fonction noble et si importante de l'enseignement? C'est parce que pendant 5 ans, ça a été le mépris, ça a été l'incapacité de mettre des moyens Il n'y a pas que ça, supplémentaires. vous le savez, Sur le- pas que sur le- ça. sur le dédoublement des classes, je suis désolé, ça a été le redéploiement d'un dispositif que nous avions mis en place qui s'appelait plus de maîtres que de classes et qui était plus pertinent dans les zones d'éducation prioritaire, parce Oui. que justement, c'est pas la question des petits nombres. Quand on a un enfant qui est en difficulté, on a besoin d'une attention particulière, et donc plus de maîtres que de classes, c'était beaucoup plus pertinent, et tous les enseignants vous le disent. Alors le dédoublement, c'est bien, et plus de maîtres que de classes, c'était mieux. Donc à un moment donné, il faut aussi, à un moment donné, sur des sujets comme ceux-là, c'est le débat qu'on a ce matin, il faut aussi se laisser du temps. Là, le zigzag de 3 ans sur la suppression des mathématiques, on va le payer encore dans 10 ans. Donc à un moment donné, on n'oppose pas le scientifique au littéraire, je suis d'accord avec vous, il faut qu'on retrouve de l'équilibre dans le tronc commun, et le tronc commun, c'est effectivement savoir lire, écrire, compter, donc ça veut dire aussi s'ouvrir la culture générale. Il y a une autre réforme qui se profile avec une grève qui aura lieu jeudi, on en reparlera très certainement dans nos émissions, qui est quand même capitale aussi, c'est la réforme du lycée professionnel qui sera un autre enjeu d'éducation et de formation pour toute une série de générations, avec une grosse inquiétude du corps éducatif, je le souligne, parce que on va favoriser plus les stages en entreprise que les apprentissages fondamentaux pour des élèves qui sont déjà très éloignés pour certains d'apprentissages qui, on va dire, peuvent apporter de la nuance, des connaissances et peut-être aussi un avenir. Donc ça sera un autre sujet également. On verra comment ils vont s'en sortir sur ce sujet éducatif. Geneviève, je vous ai coupé la parole. Oui, non, pas de problème. C'était juste sur la communication. On s'aperçoit en fait que dans ce gouvernement, les politiques, les vrais politiques qui ont une expérience politique très ancienne, qui communiquent beaucoup, et les autres qui communiquent très peu. Donc ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous là-dessus. Je peux lâcher un nom ? Le ministre de l'écologie. Gérald Darmanin. Non, lui. Oui, mais enfin, c'est le sujet du moment quand même. Mais lui, il communique pas du tout. Non, mais lui, il communique pas du tout. Il a une vraie question, un vrai problème. On est d'accord. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Avec des enjeux capitaux. Il laisse peut-être le président de la République occuper le terrain là-dessus aussi. Peut-être. Il y a peut-être un partage des rôles et une difficulté. Mais il l'occupe pas du tout. C'est pas beaucoup. Parce que il y en a qui sourient sur ce plateau. Suffit pas. Avec gourmandise. Il l'occupe pas du tout. Non, ceux qui occupent le terrain médiatique, c'est effectivement les vrais politiques, les Gérald Darmanin, les Bruno Le Maire, ceux qui ont une vraie assise de terrain, au départ, une vraie connaissance des règles du jeu politique. Pas tous, Dupond-Moretti occupe le terrain et normalement, il n'est pas censé avoir une vraie carrière politique. Et je suis désolé, mais je vais revenir sur Papendiaï, que je trouve au demeurant brillant. C'est un homme brillant, très honnêtement. Oui. Et quand sa nomination est tombée, on s'est tous réjouis en se disant, il y a un grand écart qui est fait, c'est bien. C'est aussi ça la politique, c'est de passer d'un extrême à l'autre à un moment donné au sein même du même gouvernement. Mais vous pouvez pas parler de Christophe Béchu en disant que il laisse le président occuper le terrain et pas dire que c'est pareil avec Papendiaï. Je suis désolé, Papendiaï, il fait une visite au mois de septembre pour la rentrée des classes à Marseille, il ne prend pas la parole. Vous avez le président de la République qui prend la parole à sa place. Et tout le monde trouve ça normal. Quand
quand Christophe Béchu fait la même chose avec le président de la République. Il peut pas y avoir deux poids deux mesures. Je veux dire. Ah non, tout le monde ne trouve pas ça normal. Regardez tout ce qui se dit sur Christophe Béchu. Pardonnez-moi, il y a des papiers permanents dénonçant son absence. Mais bien sûr, mais l'éducation nationale, c'est le premier budget, c'est le premier budget de l'État, l'éducation nationale. Vous devriez avoir un ministre de l'éducation nationale qui, le jour de la rentrée scolaire, vient sur les plateaux de télévision, annonce que ça va changer, que c'est complètement différent. Vous n'appréciez pas. Mais d'accord, mais dans ces cas-là, il y avait des choses à dire, puisque le président de la République l'a dit, il les a annoncées. Alors peut-être des minimes, peut-être des choses minimes, mais en tout cas, il l'a fait. Donc on peut pas dire aujourd'hui, je suis désolé, le retour des mathématiques, c'est quelque chose de très très fort dans le tronc commun. Vous ne faites pas une dépêche à AFP un dimanche soir pour annoncer que le mathématique revient dans le tronc commun. Il y a un petit peu plus que ça dans le sujet. Ça part de la 6e, il va y avoir tout un projet, accompagner ceux qui ont des difficultés, encourager ceux qui sont bons. Vous l'avez vu ce matin sur les plateaux, alors peut-être que j'ai pas suivi, mais vous l'avez vu ce matin. Non, c'est des papiers de fond, c'est des interviews notamment dans les Échos qu'il a donné ça aujourd'hui. Et puis il y a la conférence des mathématiques qui s'ouvre avec la présence de plusieurs ministres, dont lui, mais aussi l'enseignement supérieur, parce que cette question aussi concerne l'enseignement supérieur. Dernier commentaire. Oui, juste là-dessus, c'est d'ailleurs un peu étonnant pour le coup que l'annonce tombe alors qu'on ouvre les assises. C'est un petit peu étonnant. Parce que peut-être qu'on aurait pu. Non, mais on aurait pu penser que ça aurait dû être peut-être la conclusion des assises. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est une petite nuance sur le fond. Ça nous permet d'aller voir les mathématiciens, leur demander ce qu'ils en pensent aussi. Et d'avoir les mails fil sur les plateaux télé ce matin en radio. Voilà, donc on va refermer cette page Papendiaï, ce ministre de l'Éducation nationale qu'on apprend à découvrir finalement avec son style. On va parler d'un autre retour, d'un revenant, Adrien Quatennens. Doit-il revenir à l'Assemblée nationale et comment? Ça sera dans un instant. Mettez-vous d'accord avec Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon et Samy Sfaxi. Ne bougez pas, vous êtes bien sur Sud Radio. Il est 10h moins le quart. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. En compagnie de Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Samy Sfaxi, on vient d'évoquer à l'instant le cas Papendiaï, son style en tant que ministre de l'Éducation nationale, avec donc le retour obligatoire des mathématiques dans le tronc commun, dans les lycées, l'enseignement général. C'est 1h30, je le rappelle. Il y a des lycéens qui nous écoutent aujourd'hui ou leurs parents, rassurez-les, on ne remet pas 6 heures de maths par semaine pour tout le monde. C'est 1h30. En plus du programme normal. On va revenir sur le cas Adrien Quatennens. Doit-il revenir à l'Assemblée nationale? Oui, a dit Sandrine Rousseau, à condition qu'il prenne à bras le corps la cause des femmes. Alors, qui veut commencer sur cet angle? Les faits reprochés à Adrien Quatennens, et qu'il a d'ailleurs lui-même reconnu à travers un communiqué de presse, sont d'une extrême gravité. Moi, je veux redire ici combien le combat pour l'égalité femmes-hommes, pour le respect des femmes et contre les violences faites aux femmes, c'est un fléau qui requiert la mobilisation de tous. Nous, dans le Nord, on a eu encore un féminicide là près de Ronchin. Après, à ce stade, il n'a pas été condamné. Il ne fait l'objet d'aucune condamnation judiciaire. Et donc, si j'ose dire, il peut faire son retour à l'Assemblée nationale. Ce que paye Adrien Quatennens aujourd'hui, c'est le fait d'avoir tant de fois crié avec les loups. C'est le fait d'avoir joué les prescripteurs de bonne morale, de distribuer les bons et les mauvais points. Et donc, si la France insoumise peut apprendre la nuance, peut apprendre la mesure, eh bien, cela ferait du bien à la qualité du débat public. Ouais, alors est-ce que c'est à Sandrine Rousseau de définir comment doit revenir Adrien Quatennens? Alors en termes de nuance, elle n'est pas la mieux placée effectivement pour apprendre la nuance à quiconque. Oui, elle a le droit d'avoir un avis évidemment, on en a tous un. Ce qu'il a fait est grave, c'est vrai que c'est grave de donner une gifle. Bon, maintenant, est-ce que ça le condamne à ne jamais revenir à l'Assemblée nationale? Je crois pas, d'autant plus qu'il fallait bien qu'il revienne un jour. Ça me semble logique qu'ils reviennent, qu'ils reviennent calmement, qu'ils reviennent décemment, qu'ils reviennent sobrement dans son langage. Après, on peut pas exiger de lui qu'il se saisisse à bras-le-corps de la cause des femmes. Et est-ce qu'il serait le plus crédible d'ailleurs là-dessus? Du coup, sans doute pas. Donc non, c'est pas forcément une bonne idée. Non. Mais
Enfin, moi, je pense que heureusement quand même que Adrien Quatennens peut revenir à l'Assemblée nationale, parce que sinon on rentrerait vraiment dans quelque chose de très sombre. Alors, bien sûr, ça n'enlève pas, si vous voulez, la gravité des faits qui lui sont reprochés par sa compagne. Maintenant, on va redire ce qu'on a dit il y a 2 mois, il y a 1 mois et demi. Il y a la justice qui est saisie. Maintenant, c'est vrai que l'Assemblée, il y a quelque chose. La moralité y est très présente. Et c'est bien sûr important. Quand l'hémicycle va débattre des violences faites aux femmes, quand l'hémicycle va débattre des budgets alloués aux violences faites aux hommes, ça a été fait. Bon, bah voilà, la pertinence d'Adrien Quatennens, bah bien sûr que elle sera remise en cause. Mais si vous voulez, chaque député, eh bien, n'est pas forcément non plus n'incarne pas forcément non plus l'ensemble des sujets qui sont portés dans l'hémicycle. Pour autant, c'est vrai que ça va être un retour très compliqué. Il va essayer de raser les murs pour pas essayer de croiser les journalistes. Les 4 colonnes, je pense qu'il va soigneusement esquiver les 4 colonnes. Est-ce que son avenir politique est quand même très fortement compromis? Son avenir politique, pour moi, est terminé. À partir du moment où vous écrivez noir sur blanc et où vous passez finalement aux aveux de fait, parce que on va pas revenir sur le débat qu'on avait eu il y a 1 mois et demi, mais je veux dire, une gifle, c'est pas non plus quelque chose de banal. C'est pas quelque chose comme ça, on se dit pas, voilà, une gifle, c'est pas si grave que ça. On l'interdit sur les enfants. En fait, non, c'est quelque chose de grave. Bien sûr, c'est condamnable. Donc sa carrière politique. Au minimum, c'est le tribunal de police. Non, mais de toute façon, à partir du moment où il démissionne pas, bien évidemment qu'il a le droit de revenir. Après, c'est lui et sa conscience. Il estime que. C'est ça, justement. S'il démissionne pas, heureusement qu'il revient. Il est quand même payé pour ça, excusez-moi. Il est quand même payé pour venir à l'Assemblée nationale. Qu'une féministe comme Sandrine Rousseau dise que sa présence soit absolument compatible. Alors moi, je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Il n'y a pas quelque chose quand même qui nous bouleverse un peu. C'est quand même l'hypocrisie. Mais vraiment, Sandrine Rousseau, rappelez-vous sur l'histoire d'Amien Abad ce qu'elle avait dit. Elle avait dit on lui rendra la vie impossible s'il revient dans l'hémicycle. Quand il parlera, on le sifflera. On fera en sorte de faire du bruit, limite de taper sur mais ça veut dire quoi? Quand quelqu'un a téléphoné à Sandrine Rousseau en disant il faut bien sûr, les faits reprochés sont différents. Bien évidemment, il a été accusé de viol. Mais c'est pareil, la justice doit passer s'il y a plainte. Dans un cas, les faits sont reconnus, dans l'autre, ils sont pas reconnus encore par ce serait bien qu'il ne revienne pas le 24 novembre quand même. Qui Adrien Quatennens, la journée mondiale de lutte contre bien évidemment. Ça, je suis d'accord avec vous. Et bien évidemment que c'est un sujet qui est tellement important qu'après, c'est encore une fois lui et sa conscience, c'est sa femme qui porte plainte contre lui et la justice doit faire son travail. Parce qu'on oublie un petit peu, enfin pas ici, mais on en parlait tout à l'heure dans certains médias, on oublie un petit peu le rôle de la justice, le temps que ça prend, mais c'est pas pour rien. Qu'elle n'avance pas. La justice prend du temps, alors qu'elle avance pas, j'en sais rien, mais en tout cas qu'elle prend du temps, sur certains sujets. Et donc s'il doit revenir, s'il veut revenir, il revient. Après, sur le propos de Sandrine Rousseau, honnêtement, on a le droit d'avoir un avis, on est tous d'accord, mais elle a quand même là beaucoup d'avis sur beaucoup de choses, et je pense qu'elle ferait du bien de se concentrer un petit peu sur certains sujets, sur certaines prises de parole, parce qu'elle devient de moins en moins audible, et c'est pas honteux de le dire, elle devient de moins en moins audible, et ça commence à fatiguer un peu tout le monde. Je peux vous le dire, même dans son propre parti, quand vous en parlez avec les députés de son propre parti, elle tape dessus alors qu'ils ont rien dit, et je pense qu'à un moment donné, ça va être compliqué pour elle. Un petit peu de sobriété. Sobriété, pas qu'énergie. Elle devrait s'inspirer de Papendiaï. Non, mais il y a un moment où trop de communication tue la communication. Et quand on parle de tout et de rien en permanence, on n'est plus audible. Je suis complètement d'accord avec vous. On n'est plus audible du tout. Ni crédible d'ailleurs. Ni audible, ni crédible. Et après, on lui pose la question. Je ne veux pas non plus passer pour le défenseur. Non, mais je veux dire, on lui pose la question. Donc bon, elle répond. Mais oui, parce qu'elle a la réponse à tout. Mais tout le monde, en fait, a réponse à tout. En fait, c'est ça. Aujourd'hui, c'est que vous avez toujours eu dans l'hémicycle des députés qui étaient comme ça. Moi, j'étais journaliste politique il y a très longtemps, mais effectivement, vous aviez la personne, le bon client. C'est pas propre à Sandrine Rousseau, c'est ce que je veux dire. Après, sur cette question-là, elle est tout à fait légitime d'être interrogée, d'avoir un avis. Et c'est quand même dans son groupe, c'est quand même de son côté, c'est quand même des choses qui, l'affaire Bailly. Elle va avoir du mal à déconstruire. Mais Sandrine Rousseau, je fais une petite incise, mais Sandrine Rousseau, qu'on soit d'accord ou pas avec sa politique, c'est sans doute la personnalité politique de la rentrée. Qu'on aime ou pas ses idées, c'est la personnalité politique de la rentrée. Oui, pour beaucoup, à chaque fois qu'elle prononce une phrase, tout le monde part en édition spéciale. À chaque fois qu'elle répond à des questions, comme elle le dit, et je reprends ses mots, la moitié de la France est en PLS.
Ah, mais Comme elle dit, c'est genre. Ouais, je dirais médiatique. Je dirais médiatique, pas politique. Ce que vous avez dit tout à l'heure sur la je dis pas que c'est décrépitude bien. du débat Bah oui, public. ça fait Ah non, mais attendez. Ça fait Ah non, non, non. partie de ça. Attendez. Ça Moi, fait je dis pas que partie c'est de bien. ça. Je dis pas que c'est bien, mais Et on Geneviève. parlait du cas Sandrine Rousseau. Ah oui. Moi, je vous dis que aujourd'hui, en tout cas, rentrée 2022, c'est la personnalité, sans doute publique, politique, je suis d'accord avec toi Alex, de En la tous les rentrée. cas- Je veux dire, tout le monde se l'arrachait pour Ouais, c'est qu'elle vrai. soit en plateau. Fallait voir quand même son collaborateur parlementaire, le nombre de messages qu'il recevait pour l'inviter partout. Donc qu'on soit d'accord Mais ou pas avec elle, C'était le buzz c'est assuré. voilà. Mais ça Et- fait pas et- forcément du bien au débat politique. On va hein. laquelle Voilà. sert de paravent au retour d'Adrien Quatennens, puisqu'en fait, on est parti de lui et on finit par Sandrine et je ne Rousseau. défends pas Sandrine Rousseau, que les choses soient bien claires. Voilà. Mais si aussi. Bon, Mais on j'ai a un avis aussi. presque réussi à se mettre d'accord. En tous les cas, merci beaucoup à tous les quatre. Baptiste Ménard, Geneviève Götzinger, Alex Darmon, Samy Sfaxi. Ce débat est terminé. Dans un instant, l'info. Et on se retrouve juste après avec Gilles Gansman pour les médias. On va revenir sur le cas Hanouna avec une question pour nos auditeurs. Et également nos invités médias. On va retrouver les gagnants de Masked Singers. Voilà, l'émission de TF1. Que sont-ils devenus? Ils seront avec nous dans un instant. Merci à tous les quatre. Bonne journée. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.